highlighting how the Politise reçoit Radim Silla, docteur en informatique, expert auprès de l'UNESCO en économie du développement. Il sillonne l'Afrique pour mettre en place des programmes d'éducation. Évaluation, analyse, critique, bilan et perspective. Les pays africains vont-ils finalement offrir à la jeunesse les moyens dont elle a besoin pour s'épanouir? L'éducation, c'est la transmission d'un certain nombre de valeurs, des valeurs qui peuvent aider l'individu à s'insérer efficacement dans la société, à être un acteur de son propre épanouissement et aussi un acteur de l'épanouissement collectif. Au lendemain des indépendances, la plupart des États africains avaient un niveau de scolarisation de l'ordre de 3%, ce qu'on appelle un taux de scolarisation. Pour une génération d'enfants, au maximum 3% allaient à l'école. Or aujourd'hui, nous sommes à peu près en moyenne à l'échelle continentale aux environs de 80% et d'autres pays, certains pays ont atteint les 100%. On peut parler par exemple de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne qui ont des réalités communes au plan géographique, quelques réalités communes au plan historique, mais aussi des tendances de développement légèrement différentes. On peut, à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, diviser les pays selon les sous-régions, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Et aussi, on peut analyser les questions éducatives africaines à travers la langue d'enseignement, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, et puis l'Afrique arabophone, qui est l'Afrique du Nord. Donc ces différentes entités-là ont mis en place des structures qui sont en charge du développement de l'éducation. Par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a l'UMOA qui s'intéresse à l'éducation. Maintenant, à l'échelle continentale, on a l'Union africaine qui a aussi une division qui est en charge du développement de l'éducation. On parle généralement des enjeux liés à la scolarisation. Comment offrir une éducation à tous les enfants? C'est un véritable enjeu, c'est une question importante. Il y a aussi l'enjeu de l'amélioration de la qualité des apprentissages. Comment faire qu'un enfant qui va à l'école puisse acquérir des connaissances, des savoirs, des savoir-faire utiles à son propre épanouissement et utiles au développement social. Il y a ces éléments-là qui sont intéressants, mais très rarement on met le focus sur la question des contenus. Et je pense qu'un des enjeux fondamentaux pour les Africains, c'est de s'intéresser à la question qui me semble primordiale, c'est de la confiance en soi. Je pense que, compte tenu de la trajectoire historique du continent, je pense qu'il y a eu un impact assez fort sur la représentation que les Africains ont d'eux-mêmes et qui inhibe quelque part leur créativité et leur sens de prise d'initiative. Donc l'école en tant que creuset de transmission des savoirs et des savoir-faire devrait s'intéresser à cet aspect-là. L'Afrique est le seul continent sur cette planète-là où l'enseignement dès le primaire se fait généralement en langue étrangère, ce qui est un phénomène unique. Partout au monde, on en prend en langue maternelle. D'abord, ensuite, dans d'autres pays, on introduit progressivement les langues étrangères. Et tous les pédagogues s'accordent pour dire que l'acquisition des connaissances, des savoir-faire est beaucoup plus rapide en apprenant en langue maternelle. Ça, c'est une réalité pédagogique. Et aussi, quand on a acquis des bases en langue maternelle, les mêmes études pédagogiques montrent que l'enfant est encore plus apte à apprendre les langues étrangères. Ça veut dire qu'il y a des expériences concrètes, par exemple au Burkina Faso, avec l'OCEO par exemple, qui ont montré que les enfants qui apprenaient en langue maternelle apprenaient mieux le français que ceux qui commençaient en français. Il y a pas mal d'enseignants qui maîtrisent très peu la langue française. Donc si ils doivent enseigner en français, on comprend que les enfants, les élèves, n'est pas à un niveau académique suffisant. Et même, il y a eu des tests qui ont été faits, des épreuves des élèves qui ont été administrées aux enseignants avec des taux d'échec impressionnants.
des enseignants qui échouent aux tests qui sont adressés aux élèves. Donc pour dire que le niveau de qualification laisse à désirer dans certaines localités. Par exemple, concrètement, vous allez dans beaucoup de pays, le ratio élève-maître, c'est-à-dire les effectifs des élèves dans les classes, atteignent souvent, dans certaines localités, on a 100 élèves par enseignant. Et les enseignants, quand on voit les enseignants, il y a des enseignants qui sont qualifiés, mais la plupart des enseignants n'ont pas de qualification. Quand on prend un pays comme le Tchad, par exemple, on a près de 70% d'enseignants communautaires, c'est-à-dire qui sont payés au rabais, et même si certains ont reçu une formation, beaucoup d'entre eux n'ont pas été formés. Donc vous voyez, dans ces conditions-là, il est très très difficile pour l'enseignant de tenir d'abord la classe, la discipline dans la classe. 100 élèves pour un enseignant ou 70-80, ce n'est pas tenable. Et en cela, il faudra pouvoir enseigner. Et si en plus l'enseignant n'a pas les équipements de base qu'il faut, un manuel pour l'enseignant, s'il n'a pas de craie, un tableau noir correct, vous vous rendez compte que les conditions ne sont pas réunies pour que l'éducation soit de qualité. Donc là, je ne parle même pas des contenus, mais déjà les contenus retenus qu'on doit enseigner, on a du mal dans certains contextes à les transmettre. L'avantage des technologies du numérique, c'est que c'est des technologies à forte intensité intellectuelle. Je veux dire, l'investissement en équipement est relativement pas très important. Par exemple, si vous prenez le génie logiciel, c'est l'esprit, c'est la créativité, c'est l'intelligence. L'intelligence est la chose la mieux partagée. Et l'Afrique, quand même, regorge d'une jeunesse assez importante. Et cette jeunesse-là, il suffit de la mettre dans des conditions optimales pour qu'elle produise des choses remarquables pour le pays et pour le continent et pour toute l'humanité. Tout à l'heure, je parlais de la pression démographique, mais en réalité, c'est un atout considérable pour le continent. Une population très 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 jeune, donc prête à s'investir dans le développement. On a aussi des richesses du sous-sol. Le continent africain est immensément riche. Donc peut-être ce qui manque, c'est un déficit politique, une vision stratégique capable de mettre au profit des populations tous ces atouts dont on regorge. Je pense que l'éducation peut être le vecteur principal de la transformation des sociétés africaines, notamment en donnant confiance aux populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à partir de cette confiance retrouvée, je pense que les populations pourront se prendre en main, elles-mêmes en main, refuser par exemple la domination des multinationales. Il y a pas mal d'obstacles à l'émergence d'un système éducatif performant en Afrique, et malgré ces difficultés-là, on observe l'émergence des compétences réelles aussi. Donc le système globalement n'est pas efficace et il n'est pas aussi efficient, c'est-à-dire qu'on dépense énormément pour peu de résultats. Et malgré ces difficultés, on a quand même des réussites exemplaires qu'on peut observer. Bien sûr, il est regrettable que ce ne soit pas massif, qu'on n'arrive pas à faire décoller massivement les systèmes éducatifs, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus accrue de certains acteurs, de certains décideurs. Il y a des troubles multiples qui compromettent, en tout cas qui remettent en cause la paix mondiale. Et dans ce contexte de guerre latente, il est difficile de se développer. On voit en Afrique, des foyers de tension sont nombreux. Et dans ces contextes-là, les pays ne peuvent pas se développer. Et là également, l'éducation peut être un vecteur de pacification, un vecteur de compréhension, de tolérance et d'entente à l'intérieur même des pays, entre groupes ethniques, ce qu'on appelle les groupes ethniques. Je pense que si on revient par exemple aux œuvres de Cheikh Anta Diop et qui montrent la parenté historique, génétique et anthropologique des populations africaines, je pense que ça suffit comme argument pour battre en brèche toutes ces querelles qui existent entre les populations. Donc je pense qu'il y a un besoin de réflexion profond dans les contenus d'apprentissage, mais aussi une nécessité de s'orienter, de se projeter dans le futur, notamment à travers les technologies du numérique,
Donc ne pas s'enfermer dans un passé régressif qui a tendance à nous crisper, mais plutôt se projeter dans le futur tout en étant conscient de nos réalités historiques. Voilà, en gros, quelques perspectives qu'on pourrait dessiner pour l'éducation en Afrique. Wie macht het?